séance. Je vais simplement vous présenter le professeur Fall, qui est le responsable de Kër Khalil à l'hôpital de Fann. 6 mois, depuis 6 mois. Et je pense que c'est vraiment aussi grâce à ces enseignants-là que nous espérons réussir cette inclusion. Donc c'est une collaboration nécessaire sur laquelle je vais revenir peut-être dans les discours, dans les présentations des textes, des speeches que nous ferons tout à l'heure au niveau plus technique. Donc voilà, je pense que je vais pas monopoliser la parole. Je vais peut-être laisser les autres se présenter avant qu'on revienne sur les aspects plus peut-être techniques tout à l'heure. Merci docteur. En fait, je m'appelle Gaïssa Diop. Je suis en ce moment enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et j'interviens dans la formation des professeurs d'enseignement technique et professionnel et des psychologues conseillers. Donc, pour me présenter, j'ai été instituteur d'abord au centre Talibou Dabo, vous connaissez certainement. J'ai été également instituteur dans les écoles ordinaires, après psychologue conseiller et aujourd'hui enseignant à l'Université de Dakar. Pour dire un peu que j'ai traversé le système. Voilà, merci. Donc moi je suis Soukela Kamara, effectivement, pour M. Kamara, la directrice générale. Alors ce projet me tient à cœur à plusieurs titres, en tant qu'enseignante, mais aussi j'ai été mère de 2 enfants qui ont eu des difficultés, qui ont fait des études, qui ont eu des bac plus 5, certains ont eu 2 bac plus 5. Voilà, donc ne vous découragez pas. Merci au professeur Fall. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Ibrahim Diouf, comme l'a indiqué le professeur Fall. Je suis conseiller au niveau de la délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar. Donc le délégué général, M. Pascal Montoise, n'a pas pu venir aujourd'hui, il est présentement en voyage. C'est pourquoi il n'a pas pu honorer sa présence. Mais comme l'a indiqué le professeur, le délégué est particulièrement intéressé par le sujet de cette rencontre et de ces activités. L'inclusion sociale, c'est un sujet d'intérêt et sur lequel les opérateurs belges ont développé une certaine expertise et sont particulièrement engagés. Sont engagés avec l'hôpital Kër Khalil, mais également avec l'hôpital de Diamniadio, avec l'NSS. En gros, sur le paquet de projets de coopération de Wallonie-Bruxelles avec le Sénégal, en fait, il y a 28 dossiers, et sur ces 28 dossiers, il y a 4 qui concernent ces activités d'accompagnement des enfants qui ont des besoins particuliers. Voilà, donc c'est pour moi l'occasion de remercier le professeur Fall pour son engagement, mais également l'ensemble du personnel de Kër Khalil et l'ensemble des partenaires de ce programme. Voilà. Donc je voudrais également saluer Mme Kamara, la remercier pour l'accueil de ces activités-là au nom du délégué général, M. Pascal Montoise. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici avec vous. Merci. Voilà, merci. Remercier l'école Kambal pour cette initiative ô combien importante. Aujourd'hui, l'institution Kambal a montré que l'éducation doit être repensée. Parce qu'en fait, on est trop resté dans les normes d'école. Aujourd'hui, Kambal a montré que tous les enfants ont droit à aller à l'école. Tous. Maintenant, peut-être les gens me diront qu'un enfant qui a des difficultés d'accessibilité, un enfant qui ne parle pas, un enfant qui ne voit pas,
cet enfant qui a des difficultés, cet enfant qui ne voit pas, qui n'entend pas, est-ce qu'on doit le laisser en rade? Non. La Constitution nous dit que cet enfant doit aller à l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il appartient à l'école de s'adapter à cet enfant. Qu'est-ce à dire? Il appartient à l'école de permettre à cet enfant d'être scolarisé et en faisant, en créant des conditions qui permettent à cet enfant qui est en fauteuil d'accéder à l'école, permettre à cet enfant qui est en fauteuil d'accéder dans les classes. Et une fois dans les classes, permettre à cet enfant d'apprendre comme tous les enfants. Vous savez, dans nos pays, on a notre sens du handicap. Stigler disait qu'il n'y a pas de handicapé en dehors de structuration sociétale. Le sens du handicap au Sénégal est très différent du sens du handicap aux États-Unis. Différent du sens du handicap au Mali ou en France. Vous savez, nous, la personne handicapée ici au Sénégal, il est considéré comme un enfant incapable d'honorable, pour nous métier. Oui, d'accord. Xam nga nit ki nga xam ne da nga naan dañ ko wéccee doomu rab la du suñu doom mais doo ko teg nit. Là c'est un problème. C'est ce que j'ai souvent entendu. L'enfant handicapé nit la comme nit yi dara wuutewu leen mais suñu société dafa am lu ñuy jàppee handicapé. Donc là c'est une difficulté. Et si l'enseignant, ñun ñëpp ay Sénégalais lañu si l'enseignant il est resté dans ça, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, moi j'ai peur. Donc après je suis cette classe de l'éthique. Voilà les difficultés, ça fait braquer les enseignants, les professionnels. D'où l'importance de la formation, je vais y revenir. Donc premier élément, ce serait ce rôle-là, le sens du handicap au Sénégal, qui est un blocage. Moi, j'ai fait des recherches dans ce domaine-là. Je peux en parler. Ma thèse porte en partie sur ça. J'ai sillonné tout le Sénégal. J'ai été au Mali, au Burkina. J'ai même écrit sur le sens des représentations sociales du handicap en Afrique occidentale. Donc, c'est le modisme du non nouvelle. Deuxième élément. J'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'on repense l'école. Le sens que nous avons de l'école aussi, ce sens-là n'est plus valable en 2022. Et j'ai beaucoup applaudi Mme Camara, qui a donné vraiment le sens que l'école doit avoir. Un enfant, il vient à l'école, c'est pour apprendre. Hein? Ah oui. Et ce parcours uniformisé là, c'est un problème chez nous. On a un parcours uniformisé. Oui, ça va donc être docteur. Comme docteur, moi, il est. Am na ñi nga xam ne mosuñu dem mais Sénégal tey jii kër gën a yor ci xaalis ñu yore koppar yi mosuñu jàng école. Je suis désolé de le dire. Le docteur l'a dit, le parcours uniformisé là n'existe pas. Nous sommes restés dans des carcans, dans des normes. J'aime beaucoup raconter cette histoire-là quand je suis allé pour la première fois à Clermont-Ferrand. J'arrive au carrefour, il y a le feu et j'entends le feu qui parlait. Le feu est rouge, le feu est rouge, le feu est rouge. Bon, en bon sénégalais, moi je suis Sénégal, je suis en France, pour la première fois, je me dis que le feu est rouge. Quand je réfléchis, mais le feu est rouge. Je dis, le feu il est rouge. Mais après, quand tu recules, quand tu descends, on te dit, mais le feu là, c'est pour le voir le bien, il y aurait une écologie à dynamique. Coudou gis. Mais si société bi d'abord. Si tu es petit carrefour, tu te dis que le feu est rouge, et t'es d'accord. Donc, vous voyez, on est dans des normes là, trop carrées, qui nous bloquent, qui nous freinent. Donc, voilà également un autre problème. Le
pour uniformiser. J'ai entendu également les gens parler de stratégie d'enseignement-apprentissage. Madame l'a dit également. Quand un enfant est dans la classe, quand il est handicapé, il faudrait forcément, naturellement, un plan personnalisé de scolarisation. Et il faut impliquer le parent. Le parent, il doit être impliqué. Parce que le parent est là, à la maison. Il a besoin de faire des choses pour son enfant. Il faut impliquer la santé, le médecin. Il a des difficultés de parole, de langage, il faut impliquer, il y a l'orthophoniste, etc. Il a des problèmes de motricité, il y a l'ergothérapeute. Donc la prise en charge, elle est un peu pluridisciplinaire. Et c'est les gens qui doivent impliquer pour pouvoir prendre en charge cet enfant-là. Donc voilà également un autre élément important. Et également, je m'adresse aux collègues enseignants. En matière d'handicap, quand il s'agit de scolarisation, je ne cesse de le répéter, il n'y a que deux handicapés. Ce qu'on appelle les handicapés moteurs, les handicapés visuels, auditifs, etc. Ça, ils sont comme vous et moi quand on met les dispositifs qu'il faut. Il est déficient visuel, il a son bras. Quand il a son bras, il est autonome comme vous et moi. Il n'a pas de problème. Donc là, il faut des dispositifs avec ces types d'handicap. L'handicap le plus difficile et le plus lourd à prendre en charge sur le plan scolaire, c'est le déficient intellectuel. Et même là, ce n'est pas impossible. C'est pas à donner des pistes. Donc voilà, en gros, là où je voulais vraiment mettre le doigt. Je vous remercie. Certains enfants sont très mal, comme je disais tout à l'heure, de façon transitoire. Il faut les soigner rapidement, sinon vous allez entraîner des handicaps. Et ça, c'est des situations qu'on rencontre. On rencontre des enfants qui ont été à l'école avec des soucis de santé qui étaient réglables rapidement, qui ont été compliqués parce qu'on a tardé à les soigner. Et ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas suffisamment de collaboration entre, je dirais, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Parce que dans d'autres pays, il y a des textes, il y a des règlements, des arrêtés interministériels. Parce qu'on a pris en compte le fait qu'à certains moments, un enfant à l'école a besoin de soins. Et qu'un enfant à l'hôpital a besoin d'enseignement, de scolaire. Ça, si ce n'est pas prévu, c'est difficile et c'est malheureusement cela le contexte actuel. Ce qui fait que les activités qui sont en train de mener vont aussi dans ce sens. Il s'agit effectivement de prendre vos témoignages, de prendre la mesure de ces difficultés pour faire un plaidoyer pour que ces outils-là, ces outils réglementaires puissent être mis en place. Comme ça, ce n'est pas M. l'inspecteur qui, de son point de vue, va donner une réponse. Non, ce sera une réponse accessible à tout le monde. C'est ça la loi. C'est accessible à tout le monde, ça s'impose à tout le monde et personne n'est au-dessus de la loi. C'est ça. Et c'est ça qui nous manque également actuellement. Jusque-là, il y a effectivement des programmes, je ne sais pas quoi, qui indiquent, mais il n'y a rien qui permet de dire exactement quelle personne, à quel moment, doit pouvoir réclamer, exiger telle chose pour que les droits de l'enfant puissent être appliqués. Donc, un enfant de très familial, si l'enfant j'avais demandé à quel âge, en fonction de l'âge de l'enfant, les diagnostics peuvent être très variables. Ça peut être normal, réactionnaire, ça peut être pas normal, mais facilement réactionnaire, comme ça peut être grave. Il faut l'évaluer. Et c'est ça, souvent, le boulot des équipes de santé, de pluridisciplinaires comme je disais tout à l'heure. Donc, un enfant, un adolescent. Moi, j'en ai beaucoup, je vois des enfants qui sont en retrait parce qu'ils sont sur le téléphone, qui sont en retrait parce qu'ils débriquent, qui sont en retrait parce qu'ils ont été abusés même parfois physiquement ou sexuellement. Donc, ils vivent quelque chose de difficile, ils sont dans l'environnement. Tant qu'on les a pas écoutés, il ne faut pas dire à leurs parents quand on les a pas écoutés dans les livres, avec les personnes qui ont ce boulot, ça ne sort pas et ça ne se règle pas.
Ça veut dire que tout ce qui nous inquiète chez l'enfant, que ce soit à la maison ou à l'école, doit être évalué. Et il y a des personnels, comme je disais tout à l'heure, j'allais en citer certains tout à l'heure, j'ai oublié peut-être de citer les deux psychiatres dont je suis parce que c'est eux qui coordonnent généralement toutes ces évaluations et la prise en charge. Donc c'est important de consulter en psychiatrie, parce que ça c'est pas encore gagné. En fait, la psychiatrie, notamment adulte, est encore chargée, très chargée de connotations négatives. Mais il faut qu'on rappelle, en tout cas en pédopsychiatrie, on soigne et on prévient des déviances sur le plan psychique de la personnalité, etc. Donc c'est important. L'attitude de l'enseignant, pardon, je pense que voilà. Dans le plan, sur le plan médical, mais je pense que c'est valable pour les enseignants. Il y a, disons, un principe fondamental. Nous, on l'a appris comme ça, on dit primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un enfant, un adolescent, une famille arrive, pour demander de l'aide, que ce soit de l'éducation, du soin, si vous ne pouvez pas faire plus bien, vous ne faites pas mal. Sinon, vous demandez de l'aide, vous orientez ailleurs pour que quelqu'un d'autre le fasse parce que vous vous sentez incapable de le faire. Ça, c'est un principe qui est obligatoire en médecine. Et je pense que ça devrait être le cas aussi dans les écoles. Surtout pas faire du bien à un enfant. Il ne s'agit pas de le mettre dehors, non. Il s'agit de trouver, de l'orienter pour que quelqu'un, et quand on l'oriente, on ne l'abandonne pas, on l'accompagne. On l'accompagne pour qu'il puisse être bien traité, bien pris en charge et dans le cadre de l'éducation nationale, en fait, bien dans les apprentissages, normalement. Ça veut dire qu'il y a des écoles, on sait, toutes les écoles ne se valent pas. Il y a des écoles, tous les enseignants ne se valent pas. On peut trouver de l'aide dans l'école même, dans la même école, on peut trouver de l'aide. On a vu tout à l'heure qu'il y a des enseignants, en fait des directeurs d'école, qui arrivent à faire descendre une classe au rez-de-chaussée pour donner l'aide. On s'adapte aux enfants. On ne les force pas à rentrer dans une moule dans laquelle ils ne peuvent pas rentrer. C'est pas compliqué. Ça veut dire que dans l'inclusion, c'est l'enfant qui est la personne, ou l'objet, l'élément central. Tout autour de l'enfant. Pas autour de l'école, ou des programmes, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est autour de l'enfant. Si je réponds au programme, à la question des programmes, des manuels, non. Ces manuels qu'on a mis en place dans tous les pays du monde. On considère que c'est les meilleurs manuels. Pour quelle raison on va trouver quelque chose de moins bon? Non, il n'y a pas de raison. Non, il s'agit de voir comment leur permettre d'accéder au mieux à ce qu'il y a dans ce qui est meilleur dans le manuel. C'est ça le travail de l'enseignant. Il ne s'agit pas de venir de dérouler quelque chose de façon mécanique, non. Il s'agit de prendre en compte l'enfant dans sa diversité, dans sa particularité et de lui apporter, et ça peut varier du jour au lendemain. Tous les enfants ont des bons jours, des mauvais jours, parce que effectivement, certains enfants qui ont des handicaps, qui à certains moments sont dans un jour difficile. Mais ça arrive à tout le monde. Vous-même, parfois, vous avez de très bonnes mauvaises jours, ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça l'humain. L'humain, c'est la complexité. C'est pas des machines. On n'est pas des machines. Et je pense qu'un enseignant comme un soignant a besoin de considérer l'autre comme humain et d'essayer de lui donner le meilleur comme il souhaiterait en avoir. Et c'est ça qui nous oblige un peu à adapter nos habitudes d'enseignement ou nos habitudes de soins. Ce sont des attitudes qui ont un objectif. Et comme disait Madame tout à l'heure, c'est pas avoir le bac. Non, l'objectif quand on va à l'hôpital, c'est pas avoir une ordonnance, c'est être bien. Aller à l'école, c'est pas avoir le bac, un diplôme. Non, c'est réussir. Et maintenant, réussir, il faut voir qu'est-ce que ça comporte. Et effectivement, tous les enfants ne peuvent pas avoir le bac ou avoir le certificat, etc. Mais tous les enfants peuvent réussir selon leurs moyens. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des bacs, je ne sais pas combien, ça ne sert absolument à rien.
Il y a d'autres qui n'ont jamais eu le bac, qui ne sont jamais allés à l'école. Ils ont reçu ce qui est meilleur et ils s'en sortent très bien. Ça veut dire qu'ici, il s'agit de voir dans le cadre scolaire qu'est-ce qu'on peut offrir de meilleur à un élève selon ce dont il a besoin et selon ce qu'il peut avoir. Il ne s'agit pas de dire voilà, on va lui donner ça. Non, là c'est vous qui décidez. Il s'agit de donner ce que l'enfant peut porter, ce qu'il attend, ce que les parents attendent, ce que le groupe peut discuter, analyser et trouver le plus pertinent. Donc ce qui fait que l'attitude de l'enseignant doit être une attitude de collaboration avec le parent pour atteindre son objectif d'apprentissage, de bien-être. Donc parce qu'il faut rappeler l'apprentissage, les apprentissages passent au développement humain, au développement intellectuel. Et par rapport à cela, il s'agit effectivement pour les enseignants de s'associer aux parents et aux professeurs de santé pour atteindre un objectif ici, dans le cadre de l'éducation nationale. Bon, on a parlé d'intelligence importante, mais difficile à exprimer. Donc, comment faire effectivement pour un enfant qui est autiste ou qui a des difficultés de langage. Il faut dire que certains enfants sont exclus d'emblée parce qu'on leur met, elle l'a dit tout à l'heure, disons, le manque de voix. On ne voit pas ce qu'ils savent faire, on voit plutôt juste ce qui est difficile chez eux. En fait, comme je disais tout à l'heure, on voit juste la cicatrice, quoi. On voit un peu le trait qui marque, la marque qui apparaît de façon visible. Malheureusement, des enfants autistes peuvent être intelligents, et c'est de cela qu'il faudra besoin pour faire des apprentissages. Des enfants intelligents peuvent pas avoir un langage oral, ou même écrit. Il y a des moyens de nous permettre de contourner des enfants dyslexiques, comme elle l'a dit, un enfant qui a des difficultés à lire. Si vous voulez coûte que coûte lui faire passer les apprentissages par la lecture aujourd'hui, mais vous n'y arriverez pas. Il faut passer peut-être par des images, il faut passer par d'autres moyens, il faut peut-être lui parler par le son, parce que la lecture c'est visuel, l'audition, donc on peut lire un texte, et je l'ai raconté peut-être encore cela, je l'ai peut-être déjà raconté, c'est un de mes neveux qui est prof de géographie, histoire géo, et qui a une de ses élèves qui avait de mauvaises notes au début. Et puis un bon jour, elle commence à avoir de grandes notes. Et elle l'appelle, il l'appelle et lui dit, mais comment vous faites? Au début, vous aviez des 5, des 6, des 7, et là vous avez des 15, des 17. Il dit, Michel, maintenant je donne 100 francs à mon petit frère qui me lit des cours. Et vous avez assez soigné toute seule? Oui. Et elle a trouvé le moyen de contourner sa difficulté, la lecture. Et elle a, dans sa maison, un petit frère qui a besoin de 100 francs pour lui lire les leçons. Elle ne s'est pas compliquée. Et là, elle commence effectivement à avoir des bonnes notes. Donc, je lui dis, cet enfant, je soupçonne la dyslexie, je soupçonne peut-être la dyslexie, mais parce qu'elle est intelligente, elle peut réussir. Mais si on passe par la lecture, elle échoue. Parce qu'elle ne lira pas ses cours. Donc vous voyez, de la même façon, un enseignant qui découvre que cet enfant a sa difficulté dans la lecture, mais veut faire passer une connaissance, utilise d'autres moyens pour faire passer cette connaissance. Et s'il y a des difficultés pour évaluer aussi la connaissance, on peut permettre aussi à l'enfant de montrer ses connaissances par d'autres moyens. Ce sont des aménagements qui sont parfois autorisés dans des textes de loi qui existent encore chez nous dans d'autres pays et qui sont le droit pour ces enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas un plaisir d'un directeur du bac ou bien d'un directeur d'examen, de centre d'examen. Non, c'est la loi, c'est clair. Et si effectivement cet enfant a des justificatifs, parce qu'il y a aussi une personne autorisée à dire que, mettons, c'est un médecin, à mettre sur un certificat médical qu'il a fait pas mal. Il y a une commission peut-être qui aussi analyse tout cela. Ces droits sont réglés. C'est peut-être ce qui nous manque qu'on va peut-être aussi arriver à mettre dans le système actuel. Donc, voilà, je vois aussi les enfants très âgés qui ne sont pas mis à l'école.
Je te rappelle, beaucoup de parents hésitent à mettre leur enfant à l'école parce qu'ils parlent à parler. Mais dites-vous que beaucoup d'enfants ont du mal à parler parce qu'ils ne vont pas à l'école. Ça veut dire que à la maison, ils sont en quatre murs, ils sont devant la télé, devant les écrans, il n'y a personne, il n'y a pas de barrière de langage. Disons, pour arriver à parler, elle a bien fait de dire qu'elle entend bien. La première chose, est-ce que l'enfant entend? Effectivement, mais s'il n'a rien à entendre, donc si on parle pas autour de lui, c'est comme s'il n'entendait pas, c'est pareil. Ça veut dire que le langage, pour se développer, d'abord, c'est le langage compréhensif, ce qu'on appelle le langage réceptif. C'est-à-dire que l'enfant reçoit d'abord des mots, les orthophonistes sont là pour en parler mieux que moi, mais vous pourrez les voir après. Il reçoit des mots, enregistre, constitue son stock de mots, de vocabulaire, et quand il veut parler, il choisit les mots les plus pertinents pour s'exprimer. Donc s'il n'a pas reçu des mots, comment il peut dire ce qu'il veut dire? Parce qu'il n'y a pas de stock de mots. Il ne sait pas exprimer sa pensée. Comme nous-mêmes, on a également, on calme sur les mots, on a ce qu'on appelle parfois dans certaines pathologies le manque de mots. Il manque le mot qu'on veut utiliser. Lui, il n'en a pas du tout. Donc, ce qui fait qu'il faut que les enfants, il faut qu'on leur parle. Et si à la maison, on n'est pas suffisamment présent, on ne parle pas. À l'école, heureusement, il y a le maître, il y a les autres élèves. Donc, dans le bain de la classe, de la récréation, ils vont entendre et échanger. Et ça, c'est stimulant. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui nous disent, quand je l'ai mis à la maternelle, il a commencé à parler. Donc, quand un enfant ne parle pas, c'est encore le meilleur moment pour le mettre à l'école, notamment quand il a atteint 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc sinon, à 12 ans, ça devient très difficile. C'est pas impossible, mais ça devient très difficile. Et là, c'est pas l'école qui va l'aider. Mais heureusement, il y a des possibilités, heureusement, de s'exprimer, de communiquer sans utiliser le verbal. Il y a des langues des signes. En fait, il y a plusieurs moyens également de communiquer et de prendre des connaissances. Donc, les manuels pour les enfants n'ont pas de manuel spécifique, on en a déjà parlé, il n'y a pas besoin de faire de manuel spécifique, parce que les manuels sont déjà bons, mais il y a des méthodologies, des méthodes pédagogiques pour faire passer le contenu des manuels. Là, que ce soit des aveugles de méthode Braille, que ce soit des personnes sourdes de méthode, je ne sais pas, des signes ouverts autonomes, disons, que ce soit des personnes handicapées, méthode, il y a plusieurs méthodes avec notamment les images, des pictogrammes, etc. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais ça ne concerne pas le programme, c'est vraiment les moyens de faire passer le programme. Donc l'intérêt de l'enfant pour une matière, il faut rappeler que quand quelque chose est difficile, ça ne nous intéresse pas. Donc la première chose la question à se poser, quand un enfant n'aime pas, entre guillemets, l'école, ou n'aime pas la matière, c'est quelle difficulté il a. Donc quand un enfant me dit j'ai des difficultés en maths ou en lettres, je dis mais qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous supportez difficilement dans le cours de maths? Parce que très souvent, ils diront même, mon prof ne m'aime pas. Parfois, c'est la relation entre l'enseignant et l'élève qui fait que la matière devient dégoûtante. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut du plaisir pour grandir. Les enfants ont besoin d'être motivés. Même pour courir vite, il faut être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'attendez pas de plaisir, si ça vous fait mal, si vous attendez de la frustration, si ça vous fait mal, si vous mettez le doigt sur le feu, ça vous fait mal, vous n'allez pas le recommencer. Mais si vous goûtez quelque chose de bon, vous allez le goûter. C'est vraiment aussi des aspects liés, un peu, des aspects comportementaux qui sont importants. Le bégaiement, les imitations. Nous tous nous imitons. Vos enfants vont entendre des insultes, ils rentrent à la maison, ils insultent. Mais vous n'allez pas les empêcher de sortir. Vous allez leur dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Donc un enfant bégaye, donc on lui dit, mais tu sais faire mieux que ça. Un enfant fait mal, on lui dit, non, toi tu sais faire mieux que ça. Tu
dois faire comme ton camarade qui ne sait pas encore faire mieux. Ça aussi, c'est de montrer la différence. Et de le tolérer, bien sûr, parce que l'autre va aider pour avancer. Voilà, je pense que globalement, on pense parfois aussi que c'est parce que les enfants vont à l'école, nécessairement, ils vont avoir le même parcours. Non, c'est pas parce que tous les enfants sont dans la même classe qu'ils vont tous réussir. Non, c'est pas possible. Et un enfant fait réussir, entre guillemets, réussir le bac, ils vont peut-être réussir chacun à son niveau. Ça veut dire qu'un enfant tous les enfants devraient avancer. C'est-à-dire que s'il rentre cette année en CI ou en CP et qu'à la fin de l'année, il a un niveau supérieur au niveau de départ, mais il a réussi. Il a réussi à avancer. S'il ne bouge pas et s'il régresse, là il y a un problème. Et comme le disait tout à l'heure Mme Kamara, il s'agit effectivement d'évaluer et de mettre des objectifs progressivement, mettons le premier semestre, le premier trimestre, le premier semestre, et en fonction de l'évolution, ajuster. S'il avance vite, effectivement, on met la barre plus haut. Il avance très trop lentement, on ralentit. Ça veut dire que c'est encore l'enfant qui donne le rythme, notamment quand il a des difficultés. Maintenant, les enfants n'ont même pas besoin, malheureusement, le grand développement, ils n'ont même pas besoin qu'on leur apprenne des choses. Dès la 6e, tout de suite, ils peuvent apprendre deux années de programme, mais on les oblige à attendre l'année prochaine. Ça aussi, c'est un problème dont on ne parle pas. Il y a des enfants qui sont très doués, qui sont capables d'apprendre le programme de l'année en 2 mois, mais on les oblige quand même à attendre 9 mois. Bon. C'est vraiment, en fait, dire qu'on ne peut pas nécessairement faire confiance aux standards qu'on a calculés sur les moyens. Non, il n'y a pas de moyenne standard adapté à tous les enfants. C'est une moyenne qui considère donc des écarts à la moyenne. Et ce sont ces écarts-là aussi qu'il faut voir chez certains enfants qui ne sont pas d'ailleurs largués sur tous les domaines en même temps, qui peuvent être largués dans un domaine et être en avance dans un autre domaine. Donc il faut les évaluer pour voir là où ils sont en avance. Et ce sont sur les compétences qu'ils ont qu'on va s'appuyer généralement pour leur permettre de rattraper les déficits qu'ils ont. Donc c'est tout l'intérêt des évaluations, comme je le disais tout à l'heure. Donc je vais m'arrêter sur ça. Merci. Je profite de l'occasion et avant de donner la parole à M. l'inspecteur, de vous parler un peu de lui, de le présenter. Alors, il s'appelle l'inspecteur Hussein Gaï. Actuellement, il est nommé inspecteur de l'éducation et de la formation de l'EFISCO. C'est donc lui qui dirige le secteur de l'éducation ici. Alors, nos chemins se sont croisés une deuxième fois à l'école normale supérieure quand on faisait la formation de professeur. Moi, j'étais instituteur. Alors, j'avais réussi au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Lui, il avait obtenu son baccalauréat et il venait faire la formation de professeur en histoire-géographie. Moi, c'était l'élève scolaire. Nous nous sommes croisés là-bas. Ensuite, quelques années après, nous sommes retournés tous les deux à l'école normale, cette fois-ci faisant la formation d'inspecteur de l'éducation de la France. Donc, nous sommes des camarades de tous. Il est généreux, en partage du savoir. Il est courageux, parce qu'il est capable de prendre ses idées. Il croit en l'éducation. L'année dernière, il a animé une séance de formation avec les inspecteurs dans le cadre de notre conseil, c'est-à-dire le conseil des acteurs et partenaires de l'éducation, de l'enseignement privé. Il nous a tenu pendant une journée entière à former les enseignants à l'évaluation. Et vous pourriez faire ce travail-là, cette séance-là. Vous sentez son engagement, son amour pour ce qu'il fait. Et il a été toujours comme ça. Véritablement, je le remercie parce que c'est un samedi, il avait d'autres activités, mais il est venu quand même, il a tenu à venir présider cette séance. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci, doyen Kamara. Je salue toute l'assistance, en
en commençant par le professeur Fall, chef de la structure Kër Khalei de l'hôpital Fall, professeur Idrissa Diop, psychologue, Madame Soukaina Kamara, déclarante responsable et directrice générale de l'institution Kambal, M. Ibrahim Diouf, délégué représentant de la délégation Wallonie-Bruxelles, doyen Ibrahim Kamara, qui est notre doyen, qui a été notre doyen et qui restera notre doyen. Moi, je le considère toujours comme inspecteur parce qu'il l'est une fois, il l'est pour toujours, en plus des autres casquettes qu'il a. Et je dois même dire qu'en quoi ils ont été nos mentors à l'école normale. Parce que à l'époque, on était là, encore jeunes, un peu turbulents. Hein? Bon, mais entre-temps, le temps fait son effet. Messieurs les directeurs, mesdames les directrices d'école, messieurs les maîtres, mesdames les maîtresses, chers élèves, honorables invités, chacun en son rang, titre et grade, nous vous saluons. Nous sommes aujourd'hui présents ici avec vous pour magnifier la pertinence de votre initiative. Cette journée d'inclusion scolaire, cette journée porte ouverte, cette journée de consultation que vous avez organisée vient bien à son heure. L'école Kambal se distingue dans notre circonscription. C'est une structure scolaire qui se positionne comme étant le fleuron. C'est un établissement qui est à la pointe de l'innovation. Votre offre éducative est... 6 mois, depuis 6 mois. Et je pense que c'est vraiment aussi grâce à ces enseignants-là que nous espérons réussir cette inclusion. Donc c'est une collaboration nécessaire sur laquelle je vais revenir dans les discours, dans les présentations des textes, des speeches que nous ferons tout à l'heure au niveau plus technique. Donc voilà, je pense que je vais pas monopoliser la parole. Je vais peut-être laisser les autres se présenter avant qu'on revienne sur les aspects plus peut-être techniques tout à l'heure. Merci. Merci docteur. En fait, je m'appelle Idrissa Diop. Je suis en ce moment enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et j'interviens dans la formation des professeurs d'enseignement technique et professionnel et des psychologues conseillers. Donc, pour me présenter, j'ai été instituteur d'abord au centre Talibou Dabo, vous connaissez certainement. J'ai été également instituteur dans les écoles ordinaires, après psychologue conseiller et aujourd'hui enseignant à l'Université de Dakar. Pour dire un peu que j'ai traversé le système. Voilà, merci. Bonjour chers tous et chers toutes. Je répète la même chose que la bienvenue à tous et à tous. Donc moi je suis Soukaina Kamara, effectivement, pour M. Kamara, la directrice générale. Alors ce projet me tient à cœur à plusieurs titres. En tant qu'enseignante, mais aussi j'ai été mère de 2 enfants qui ont eu des difficultés, qui ont fait des études, qui ont eu des bac plus 5, certains ont eu 2 bac plus 5. Voilà, donc ne vous découragez pas. Merci au professeur Fall. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Ibrahim Diouf, comme l'a indiqué le professeur Fall. Je suis conseiller au niveau de la délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar. Donc le délégué général, M. Pascal Montoise, n'a pas pu venir aujourd'hui, il est présentement en voyage. C'est pourquoi il n'a pas pu honorer sa présence. Mais comme l'a indiqué le professeur, le délégué est particulièrement intéressé
par le sujet de cette rencontre et de ces activités. L'inclusion sociale, c'est un sujet d'intérêt et sur lequel les opérateurs belges ont développé une certaine expertise et sont particulièrement engagés. Sont engagés avec l'hôpital Kër Khali, mais également avec l'hôpital de Diamniadio, avec l'NSS. En gros, sur le paquet de projets de coopération de Wallonie-Bruxelles avec le Sénégal, en fait, il y a 28 dossiers, et sur ces 28 dossiers, il y a 4 qui concernent ces activités d'accompagnement des enfants qui ont des besoins particuliers. Voilà, donc c'est pour moi l'occasion de remercier le professeur Fall pour son engagement, mais également l'ensemble du personnel de Kër Khali et l'ensemble des partenaires de ce programme. Voilà. Donc je voudrais également saluer Madame Camara, la remercier pour l'accueil de ces activités-là au nom du délégué général, M. Pascal Montoisi. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici avec vous. Merci. Donc je passe la parole à M. Diop, le professeur Idriss Diop. Voilà, merci. Remercier l'école Kambal pour cette initiative ô combien importante. Aujourd'hui, l'institution Kambal a montré que l'éducation doit être repensée. Parce qu'en fait, on est trop resté dans les normes d'école. Aujourd'hui, Kambal a montré que tous les enfants doivent aller à l'école de leur quartier. C'est ce que Kambal a démontré. Quand on dit tous les enfants, c'est les enfants dits valides, entre guillemets, et les enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers. Pourquoi? Si on interroge le droit, la Constitution, dans la Constitution sénégalaise, il est bien mentionné, l'éducation est un droit fondamental. Tous les enfants ont droit à aller à l'école. Tous. Maintenant, peut-être les gens me diront qu'un enfant qui a des difficultés d'accessibilité, un enfant qui ne parle pas, un enfant qui ne voit pas, comment il va faire? Cet enfant qui a des difficultés, cet enfant qui ne voit pas, qui n'entend pas, est-ce qu'on doit le laisser en rade? Non. La Constitution nous dit que cet enfant doit aller à l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il appartient à l'école de s'adapter à cet enfant. Qu'est-ce à dire? Il appartient à l'école de permettre à cet enfant d'être scolarisé et en faisant, en créant des conditions qui permettent à cet enfant qui est en fauteuil d'accéder à l'école, permettre à cet enfant qui est en fauteuil d'accéder dans les classes. Et une fois dans les classes, permettre à cet enfant d'apprendre comme tous les enfants. Pour ce faire, il faudrait que l'accessibilité pédagogique également soit là. Que les enseignants soient formés, que les enseignants acceptent ces enfants. Il y a de mieux au niveau de Rufisque. Encourageons dans cette lancée, parce qu'il nous faut une vision, une ambition et une volonté ferme, résolue de mettre en œuvre ce qu'on a comme vision ou ce qu'on avait comme rêve de concrétiser. Et c'est ça le leadership. Tout ce que nous voyons ici, c'est le produit du leadership, surtout du leadership transformationnel. Nous sommes très rassurés quand nous voyons à côté de Mme Soukaina, nous voyons notre doyen inspecteur
Ibrahim Kamara, c'est déjà rassurant. En plus, vous avez ajouté l'éducation inclusive dans vos pratiques éducatives. C'est le lieu de rappeler que l'éducation est un droit fondamental. C'est un droit consacré par notre Constitution. Ce droit est toujours rappelé par nos lois d'orientation de l'éducation nationale 91-22, réformée 2004-37, pour dire que chaque enfant sénégalais a le droit à une éducation de qualité. Quel que soit, le professeur l'a dit tout à l'heure, j'ai assisté à une partie de son allocution qui est déjà très riche, parce que c'est un savant qui parle. Et nous avons besoin de partir des savoirs savants. Ce que nous enseignons dans nos écoles, ce n'est que de la transposition didactique, dans le sens de Yves Chavalard. Nous partons des données savantes et nous essayons de les adapter, de les scolariser et voir ce qui peut être sélectionné et positionné à travers les programmes, déclinés à travers les ouvrages, les manuels, ainsi que dans la pratique de classe. Donc le point de départ, c'est le savoir savant. Votre initiative est pertinente, je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, il faut inviter ceux qui doivent parler. Parce que dans ce pays, beaucoup de gens parlent. Et nous autres de l'éducation, nous devons véritablement savoir qui écouter. Les véritables stars, ce sont les savants. Donc écoutons les savants parler. Et cela va nous profiter. Donc nous vous félicitons, professeur, donc, pour vos immenses contributions donc, en ce sens. Donc, mesdames et messieurs, sans trop monopoliser la parole, je vous souhaite une très bonne journée et nous souhaitons que ces journées se multiplient. Nous vous encourageons. Merci. Merci, inspecteur. Nous allons donc faire demander à deux de nos parents qui doivent faire des témoignages. Je remercie la directrice générale d'avoir compris que le meilleur investissement est celui fait sur l'éducation des enfants. Merci, madame. Je remercie l'inspecteur de l'éducation et je vais vous reprendre. Vous avez dit écoutez les savants parler. Nous n'avons pas la chance d'avoir le même parcours, mais on nous disait ceci à l'école normale, que l'instructeur doit avoir sans connaître à fond toutes les sciences, l'instructeur doit avoir des classes de tout. Donc l'instructeur, il doit être sociologue, linguiste, etc. Donc, et aussi il y a quelqu'un qui disait ceci, renoncer à comprendre un enfant, c'est renoncer à accomplir auprès de lui aussi bien la tâche d'éducateur que d'instructeur. Comprendre l'enfant, c'est quoi? C'est bien outiller les enseignants afin qu'aucune situation ne les prenne au dépourvu. Mais je remercie encore ces savants qui sont là devant nous. Vous avez parlé de transposition didactique. Mais le maire, on dit que le savoir n'a de valeur humaine que lorsqu'il est partagé. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci de l'assistance, d'avoir compris, d'avoir été humain. Votre humanisme, c'est votre humanisme qui vous a poussé à venir. Bon, je rebondis sur l'intervention de deux parents parce que je crois bien que monsieur le directeur nous l'a toujours dit. Il faut revoir la copie de votre parent. Il y a ce qu'on appelle l'environnement scolaire. Qu'est-ce que cela veut dire l'environnement scolaire? La perception que l'autre qui est hors de l'école a de la vie à l'intérieur de l'école. La perception que nous sommes ici, que nous avons à l'intérieur de cet établissement. Donc, je crois bien que nous devons le maximum de respect et de considération par rapport aux
Les réalités dont vous avez mis en relief, je crois bien que c'est la prise en compte de plusieurs textes. Si nous prenons les OND ont été pris en charge ce volet, mais les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 17, je crois qu'il y en a un qui a pris en compte ce volet dont vous avez. Donc, après ces remerciements, c'était tout juste pour revenir sur le volet psychologique. Je crois bien aussi que l'enseignant doit être un psychologue. Qu'est-ce qui chez l'enfant favorise ou qu'est-ce qui chez l'enfant constitue un blocage? Ça, nous devons le savoir. Donc, ça fait toujours partie de la compréhension, ça fait toujours partie de cette compréhension qui nous permet de poser des actes positifs allant dans le sens même de l'éducation inclusive. Mais aussi, c'est tout juste pour dire aujourd'hui que l'éducation inclusive, c'est des actes concrets que nous posons à l'intérieur de la salle de classe. Cela veut dire que l'enfant qui est à l'intérieur, il peut être à l'intérieur de la classe, mais exclu. Donc, je voulais bien aussi que vous mettiez en relief ces éléments qui font que être à l'intérieur de la classe n'est pas synonyme d'inclusion. Ça, c'est un facteur important. Parce que quand l'élève est à l'intérieur de la salle de classe et que je ne l'interroge pas, je dois le responsabiliser. S'il y a un tableau de balayage, ou bien s'il y a quelqu'un qui est responsabilisé par rapport, je ne sais à quoi, mais je dois pouvoir lui dire, Abdou, qui est responsable. C'est-à-dire que l'inclusion, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est faire en sorte que l'enfant, avec ses besoins, mais s'épanouisse à l'intérieur de la salle de classe au même titre que ceux qui n'ont pas de besoins spéciaux. Je m'excuse, je voulais être un peu long, mais je m'excuse beaucoup, monsieur. Je m'appelle Gisèle Faye et je viens de Moro. Donc, je suis une directrice d'un centre pour des enfants en situation de handicap. Donc, des enfants qui ne peuvent pas intégrer des écoles, comme des genres autistes, des trisomies, des IMC, qu'on sort des écoles. Donc, les enseignants ne peuvent pas les maintenir. Donc, c'est un projet qui travaille pour des enfants en situation de handicap en général. Mais dans certains volets, on fait un peu d'inclusion. Donc, par rapport à certains qui ont une capacité intellectuelle, donc on les appareille et on discute avec les structures formelles pour les intégrer. Le plus âgé fait la seconde. Donc, par rapport à ce monsieur qui vient d'intervenir, donc nous, on se pose déjà la question comment on va faire pour le post-bac parce qu'il a un handicap extrêmement lourd. Il est sous chaise roulante et il faut vraiment quelqu'un toujours à côté de lui pour pouvoir le soutenir. Maintenant, monsieur les professeurs, nous avons eu nous avons pu être au courant de cette conférence via WhatsApp. Donc, on a sauté sur l'occasion pour venir. On est venu avec 6 enfants pour une consultation. Voilà, donc c'est surtout pour lancer un appel par rapport aux enfants qui sont dans les régions. C'est une grande difficulté. Donc, déjà, pour les faire venir à Dakar, à Kër Khaleyi, il faut avoir un rendez-vous à Fan. Et vous le savez, vous n'êtes pas nombreux. Et c'est vraiment difficile de vous capter. Donc, on a vraiment sauté sur l'occasion. On s'est dit, on y va. On ne sait vraiment pas ce qu'on va trouver. Mais on y va pour voir les professionnels, pour discuter avec eux. Parce que nous aussi, on a des difficultés, surtout par rapport aux activités qu'on doit faire avec ces enfants, surtout les autistes, pour les maintenir en place, pour la concentration. Aussi pour ceux qui ne parlent pas et qui ont une capacité intellectuelle extrêmement élevée, qu'est-ce qu'il faudra faire avec ces enfants? Ça, c'est une vraie question. Madame Kambal, je vous remercie et je vous félicite pour cette école. Parce que moi, on a un petit centre, mais on m'appelle de Thiès parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Malheureusement, l'enfant n'est pas venu avec ses parents. Je lui avais dit de venir. Moi, je ne sais pas, je vais vous demander de faire un internat pour pouvoir accueillir certains enfants
qui sont dans les régions, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un handicap dans les régions. On ne sait pas comment faire avec eux. Et monsieur l'inspecteur, ce que je vais dire, je vais vous donner un petit coup pour vous dire que vraiment la politique étatique pour les enfants handicapés reste à désirer. Vraiment. Parce que pour les enseignants, ils ne sont pas capables de les tenir dans les sacs. Parce que nous, on renvoie nos enfants qu'on essaie d'intégrer dans les écoles. Donc, ils ne sont pas formés pour ça. Ils n'ont pas la patience et ils ne savent même pas quoi faire avec. Un enfant qui ne reste pas sur place, un enseignant ne va pas le tenir en salle. Et aussi, moi je crois que c'est une volonté politique qu'il faut faire. Il faut que les enseignants, comme on les enseigne dans les formations, mais on parle d'inclusion, on parle d'aide sociale, il faut une volonté, il faut les former, prendre les spécialistes, les amener dans les écoles de formation pour qu'ils parlent des enfants handicapés. Parce que si vous n'intégrez pas les enfants handicapés, ils vont rester chez eux. À Dakar, il y a de la chance parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de centres. Mais à Goro, les gens vont au champ, les gens vont au marché, ils enferment les enfants dans les chambres. On ne peut rien faire avec eux. Nous, on a une capacité de 20, mais là, on se retrouve avec 40 parce qu'il faut les faire sortir des écoles. Je vous remercie. Donc nous, à l'école, effectivement, on essaie de le faire. Donc je vais anticiper certaines inquiétudes et certaines questions. En fait, déjà, tous les enfants sont différenciés. Nous, ici, ça m'étonne que c'est une enseignante qui le pose, si un parent le pose, ça ne m'étonne pas. Mais un enseignant de Kambal demande la différenciation, c'est ce qu'on vous demande tous les jours. La différenciation, même un enfant qui n'est pas handicapé, cette différenciation, on est obligé de le faire. Les après-midi sont réservés pour ça. De 14 à 17 heures, c'est pour faire la différenciation, la réveillation, tout ce qui a comme souci à régler dans la journée. Donc, ça c'est évident. Même s'il n'y a pas d'handicapé, ça c'est obligatoire. Et par rapport, je rebondis sur la même question, je demande si l'enfant, mais non, on ne met pas le même programme, c'est toujours ça la différenciation. Un enfant qui est handicapé, c'est impossible d'avoir la même, ce n'est pas possible. C'est pas possible, tu dois te fixer ton objectif sur l'année, ce que tu voudrais sur l'année que l'enfant arrive à lire un texte de 6 lignes. Donc maintenant, tu fais la différenciation, ton programme, qu'est-ce que tu attends de l'enfant? Le manuel qui est trop lourd pour l'enfant déjà, comme tu l'appelles quand même normal, c'est impossible que cet enfant y aille, ça c'est impossible. Mais par contre, tu dois te fixer un objectif, ce que tu voudrais que l'enfant fasse à la fin de l'année. Ton objectif principal, c'est que l'enfant arrive à lire à reconnaître une phrase correcte, à faire une phrase correcte, à reconnaître une phrase correcte. Par rapport aux autres, tu dois lire tout un texte, ça c'est évident. Je pense que l'enseignement, ça, il n'y a pas de vie. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui est enseignant, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Que ce soit un enfant handicapé ou pas, ça c'est évident. Je pense que M. Kamara a fait assez de formation pour ça. Donc ça, c'est clair. Et par rapport à ton inquiétude que le parent a redit, l'effet de mimétisme, ça c'est, je veux dire, quand on accepte un enfant, il y a tout un travail à faire au niveau de la classe, un rappel à faire tous les jours. Mais c'est comme un enfant qui fait des bêtises, pourquoi on se fixe sur un enfant qui est juste handicapé? Il y a des enfants qui font que des bêtises toute la journée, qui refusent de travailler, qui bougent. Donc, je veux dire, un enfant, c'est un enfant. Une fois qu'on accepte cet enfant, arrêtez de le fixer pour dire mon fils va faire parce que l'autre est handicapé. On accepte un enfant, on l'accepte. Donc, arrêtez maintenant de faire une fixation sur cet enfant-là parce qu'il est handicapé. Non, il est différent comme tous les enfants sont différents. Point final. Donc, il faut qu'on arrête de le juger, il faut qu'on arrête de le fixer, il faut qu'on arrête de dire, voilà, mon fils fait ça, il va imiter. Oui, l'enfant ne mettait pas son doigt, mais là, il le fait parce qu'il y a un enfant handicapé. Je suis désolé. Ça, c'est vraiment cruel d'accepter un enfant et de continuer à le stigmatiser. Ça, c'est. Nous, on a des parents qui nous disent, oui, il y a un enfant qui se bagarre tout le temps, mais on va retirer notre enfant parce que, le prenez-le. C'est pas possible.
on est une école, on accepte tout le monde. Les enfants bagarreurs, on essaye de trouver tous les moyens pour que l'enfant arrête de bagarrage. Donc il y a des enfants qui disent oui, un enfant handicapé. Nous, on avait eu le même problème l'année dernière, un enfant qui était kleptomane. Les parents disent oui, si vous voulez retirer votre enfant, il n'y a pas de souci. Mais nous, le pauvre, on ne va pas le sacrifier pour vous faire plaisir. Après, on va sacrifier l'autre enfant parce qu'il se bagarre. On va sacrifier l'autre parce que. Et puis quoi encore. Donc, une fois qu'on accepte l'enfant, on donne la même chance à tout le monde. Maintenant, tu parles de programme moi, le programme, excusez-moi, je crois que c'est quelqu'un qui me connaît assez. Depuis 3 ans qu'on travaille avec lui, il était là, il a formé les enseignants. Donc, moi, l'objectif pour un enfant, ce n'est pas le diplôme. Excusez-moi. J'en ai parlé au travail, j'étais choqué. La première année, quand je parle de diplôme, pour avoir le diplôme, l'enfant doit se sentir bien. Il y a plusieurs étapes. Là, je ne vais pas vous le redire en tant qu'enseignant pour que l'enfant se sente bien pour qu'il ait son diplôme. Et donc, le processus moi, ça me dérange un peu de se focaliser que sur les notes, que sur les trucs. C'est dommage comme ça. En tout cas, à Kambal, c'est l'idée qu'on essaye d'enlever de la tête des parents qui sont là depuis maintenant 3 ans, qui nous ont compris. C'est ça. Et maintenant, c'est devenu une école d'excellence sans qu'on le veuille. Mais nous, on n'est pas le titre, c'est une école d'excellence. C'est quoi une école d'excellence? C'est là où les enfants se sentent bien, où ils se sentent à l'aise, où ils arrivent à progresser différemment pour arriver au même résultat. Ou même, c'est pas grave. Ceux qui n'arrivent pas à avoir le bac, c'est pas là. C'est le monde. Mais il faut faire une formation, être quelqu'un de bien dans la société, on a besoin de l'ouvrier. Celui qui a fait ça ici, c'est extraordinaire, il n'a pas le bac. Alors donc, pourquoi on veut que tout le monde soit docteur, tout le monde soit ingénieur, tout le monde... Dans la vie, on est tous différents. Voilà, donc c'est ça que je voulais... Et donc, par rapport à l'internat, oui, on a un internat. On a un internat. Et donc, vous parlez de formation pour les enseignants, c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, quelle formation vous voulez? Et puis, moi, par exemple, je vous raconte mon parcours vite fait. Je vous ai parlé des difficultés de mes enfants. J'ai 6 enfants. 2 ont réussi en difficulté et ils ont réussi. Donc là aussi, c'est quoi? Ils ont eu leur bac. Même si moi, mon fils, il était là, je voulais qu'il témoigne. Il va témoigner tout à l'heure. Je voulais qu'il témoigne parce qu'il a été en difficulté. Là, il est à l'université, il est venu pour faire son stage ici à Kambal. Il est en train de faire son master. Et quand il a réussi à lire, il pleurait. Il dit, moi, j'ai réussi, j'arrive à lire. Et il est en train de faire son master. Et il n'est pas handicapé. Les gens pensaient qu'il était handicapé. Même s'il était handicapé, je ne vois pas où est le problème en fait. C'est pas le problème. Il y a des handicapés, il y a des. En fait, la vie est faite de ça. Il faut qu'on arrête que tout le monde soit intelligent, que tout le monde soit beau, que tout le monde ait là, qu'il faut la chirurgie esthétique pour que tout le monde ait la même tête, tout le monde ait les mêmes oreilles. C'est pas possible. La beauté du crapaud. Donc, je pense que c'est ça que j'ai noté. Donc le partenariat et l'accompagnement, on n'en a pas encore. Donc si jamais il y a des bonnes volontés, on est preneurs. Et je pense que c'est tout. Hein. Je remercie également qui sont ici présents. Et en général, tous ceux qui ont fait l'effort de se déplacer pour que cette journée soit réussie. Alors moi je suis enseignant ici. Alors bien entendu, dans nos classes, nous avons quelques cas. Mais auparavant, j'avais connu un cas dans une école. Alors, cet élève-là, je ne sais pas ce qu'il faut dire, si l'établissement l'avait inclus, intégré, ou si l'établissement avait fait les deux en même temps, inclus et intégré. De toutes les façons, cet élève-là, l'école s'était soucié de son cas. Alors, donc il y a eu des problèmes au niveau des membres inférieurs, supérieurs et aussi au niveau de la tête. Mais c'est un élève qui en voulait. Alors, dès qu'il est arrivé, dès qu'il faut faire le déposer, alors ses camarades le prenaient en charge. Il était en fauteuil roulant. Ses camarades le prenaient en charge. Il restait avec lui, soit dans la cour, soit il le conduisait en classe. Et à chaque fois,
qui devaient se retrouver dans une classe qui était soit au premier étage, soit au deuxième. Alors l'école s'est arrangée pour aménager la classe au niveau du rez-de-chaussée. Et c'est comme ça qu'on a fait accéder là jusqu'au bas. Et au bas, non, il avait passé son bac au niveau de l'office du bac. Et il s'en était sorti. Donc, ce que je voudrais savoir, si dans le système éducatif, ce genre de traitement particulier est toujours réservé à ces cas. Alors ici, nous avons des élèves qui, s'ils ne sont pas à la classe d'examen, le seront demain, soit au CM2, soit en troisième, soit en terminale. Alors, à quoi est-ce que nous autres, enseignants, nous pouvons nous attendre pour ces cas-là? Je vous remercie. waaw ñun dañuy rafetlu xew-xew bi am fii ci Kambal ndax école Kambal dafa nekk école boo xam ni daf ñuy inspirer fierté ndax gis nañ ni école boo xam ni dafa respecter normes yi ñu defar ko ba mu mucc ayib ñu fi jàngale qualité donc loolu mu nekk loo xam ni ñun am nañ ci yaakaar ndax école bi jël na yoon boo xam ni donc fas yéene na bokk ci école yi gën fii ci Tëngéej bu ñu ñëwee nag ñu jël initiative bu mel nii non seulement ñuy développer éducation inclusive ñu woo ay spécialistes ay professeurs ñu ñëw def fi journée porte ouverte maye fi ay consultation gisanteeg parents yi gisanteeg enseignants yi loolu dafa nekk loo xam ne dañ koy rafetlu di ko encourager loolu sax moo tax ñun ñu teew fi loolu ñun ñoo ngi ci loolu mooy suñu mission administration bokk na ci ay mission li nga xam ni état moo koy def ñu ubbil ci ay donc ay wàll ay citoyens de bonne volonté des hommes et des femmes yuy intervenir ci éducation et de la formation di fa investir rôle administration mooy jàppale leen ci lépp loo xam ni mën na leen ko jàppale waaw bu ko defee ñun dañu fi ñëw visiter école yi xool ndax normes yi ndax lépp jaar na yoon lu ci jubul ñu gëm ko jubbanti te fii bañ fi ñëwee gis nañ fii li am fii ci école bi amul ci beneen école fii ci Tëngéej élèves yi ay tableau blanc interactif la ñuy jànge élèves yi ay salle climatisée la ñu nekk élèves yi fii gis nañ ni véritablement école boo xam ne sax enseignant bi soxlawul jëfandikoo craie loolu mu di école boo xam ni vraiment donc école boo xam ni ngi def jéego yu am solo ñun ñoo ngi seen ginnaaw ndax loolu mooy suñu mission. C'est vraiment important que des choses, comme ils l'ont dit tout à l'heure, la vision disons, de l'école soit réaménagée, qu'on essaie d'adapter le cadre scolaire aux enfants et de ne pas vouloir obliger les enfants à se rentrer dans une moule dans laquelle peut-être ils n'entreront pas forcément. Je soulignais tout à l'heure, par exemple, ces enfants qui sont capables de comprendre le programme annuel moitié peut-être un temps record, ils sont obligés d'attendre et quelquefois ça les ennuie d'être dans la classe parce qu'ils ont déjà tout compris. Si on ne les prend pas en compte, on va les exclure alors qu'ils sont trop bons. A contrario, il y a d'autres enfants qui ont peut-être des lenteurs, peut-être qui auront besoin peut-être de faire le programme dans un temps plus long avec des méthodes peut-être différentes. Si on ne les prend pas en compte, ils seront exclus. Donc c'est cela un peu qu'il faut prendre en tout cas, qu'il faut considérer si on veut faire de l'inclusion scolaire, c'est remettre en question les habitudes dans lesquelles on essaie d'être confortable, aussi bien les enseignants que les parents et que les maîtres. Mon collègue Diop a souligné également les croyances qui persistent. Et cela, effectivement, est lié aussi au manque de communication, au manque de sensibilisation, globalement, comme je disais, même chez les professionnels. Parce que ce sont des croyances qui ont la tête dure. Certains le disent peut-être tout haut, mais au fond, quand ils doivent passer à l'acte, ce sont les vieux démons qui reviennent. C'est des non-dits qu'on perçoit. Il y a des choses qu'ils vivent au plus profond de leur chair parce que c'est leur croyance, ils ont grandi avec cela et c'est tout un travail, c'est un grand défi pour arriver à changer ses mentalités, à changer ses comportements, déjà dans la société et également dans l'école. Et c'est un gros travail que aussi nous avons besoin de vous, nous avons besoin en tant que professionnels, des médias, pour à la limite nous-mêmes aussi entendre et découvrir les réactions des autres
parents. Il y a beaucoup de parents qui nous disent des choses aujourd'hui qu'on n'a jamais imaginées. C'était encore pire il y a 1 mois à Santale Goudabo, Santale Goudabo, CTI, c'était. Là, il y a eu vraiment des choses c'est vraiment important de s'arrêter sur ces questions et je vous invite peut-être aussi à donner la parole à ces parents pour qu'ils racontent le trajet, les difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est vraiment le temps de réagir et de changer les choses. Vous êtes prêts? Vous présentez? Donc, je suis Madame Soukaina Kamara, directrice générale du groupe scolaire. Aujourd'hui, vous avez organisé les premières journées de l'inclusion scolaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Alors, cette journée est une continuité de travail de longue haleine qui nous a mené à cette journée. Donc, cette journée, c'est une journée d'inclusion scolaire. Donc, on a reçu des spécialistes dans le cadre d'une formation qu'on a reçue à l'hôpital depuis 6 mois. Et donc, les spécialistes sont venus aujourd'hui pour expliquer aux parents, aux enseignants et aux élèves l'intérêt de l'inclusion. Il y en a qui ne connaissent toujours pas les détails. Et vous avez vu, avec l'explication du professeur Fall, ça vient malgré qu'on leur a expliqué pendant des années. Je pense que le fait que le professionnel vienne leur expliquer, ça les arrive. Cela veut dire que vous accueillez des élèves qui sont en difficulté dans ce cas. C'est ça, donc on accueille les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Et voilà, des fois c'est psychologique, des fois. Pour l'instant, on n'a pas d'enfants avec des problèmes moteurs, mais en tout cas des autistes et des enfants qui ont des difficultés dans l'apprentissage. La journée est couplée de consultations médicales gratuites. Vous pouvez nous dire, vous voulez consulter combien d'élèves dans la journée? C'est ça. Donc là, je ne sais pas combien il faudrait faire le bilan de journée, mais nous, on en a pas mal. On a contacté, c'est M. Camara qui nous donnera les détails. Les parents qu'on a contactés, la liste des élèves que nous, on a. Donc la journée de consultation, ce n'est pas que nos élèves, on a évité des écoles, d'autres écoles. Donc c'est pour que, déjà, c'est des bilans qui coûtent cher. Et déjà, c'est le premier pas pour que le parent soit conscient de ce qu'il a. Déjà, on offre la journée avec un bilan gratuit, donc on pense que ça pourra le motiver à suivre une consultation qui est aussi un hôpital public, un hôpital famille. C'est pour les encourager et les inciter à le faire, à avoir un suivi.